On va lancer cette première table ronde de manière générale plus sur les modes de vie en matière de mobilité, sur les pratiques, comment est-ce que ce changement est en train de s'amorcer dans les mentalités, dans les comportements aussi. Et pour nous en parler, on accueille tout de suite nos trois challengers sur ce sujet-là, à commencer par monsieur Vincent Kaufmann. Monsieur Vincent Kaufmann, il est professeur de sociologie urbaine et d'analyse de la mobilité. Vous pouvez l'applaudir, il va venir nous rejoindre, je vous en prie, monsieur Kaufmann. Vous l'avez sur le petit document, il a une bio assez intéressante. Bien sûr, il est professeur de sociologie à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, mais il est aussi un des directeurs scientifiques, ou le directeur scientifique du Forum Vie Mobile, qui, vous savez, est très en pointe en matière de recherche sur ces questions. Voilà, donc à côté de lui, on accueille Madame Anne Panis-Lelon. Elle est directrice de prospective et de mobilité et connaissance des clients SNCF. Elle va nous, finalement, après nous... Oui, vous pouvez l'applaudir aussi, bien sûr. J'espère. Elle va nous dire comment elle voit ça à travers le prisme du client SNCF. Et puis on accueille Carolina Martinez-Tabarès, elle est docteure en psychologie et chercheure en psychologie des transports et des mobilités à l'IFSTAR. Alors je ne sais pas si je prononce bien, vous pouvez l'applaudir aussi. Carolina Martinez-Tabarès. Et actuellement, donc, elle est chargée de recherche sur les difficultés des nouveaux usagers du vélo en ville en particulier. Vous nous parlerez un petit peu du vélo. Alors, on va laisser Vincent Kaufmann nous... je ne vais pas vous embêter. Peut-être j'arriverai peut-être difficilement à ne pas vous poser une question ou deux, parce que ça, c'est une déformation professionnelle. Mais on va vous laisser une vingtaine de minutes pour nous... vraiment nous poser le sujet, et puis après on débattra avec Anne Panis-Lelon et Caroline Martinez. Je vous en prie, Monsieur Kaufmann, c'est à vous. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, je voulais d'abord vous dire tout le plaisir que j'ai à être parmi vous. Alors, être premier intervenant, ça veut dire lancer les hostilités. J'espère que je ne vais pas vous assoupir tout de suite, parce que voilà, mettre un académique d'entrée de jeu, alors je vais essayer d'être le moins académique possible, mais quand même de vous faire peut-être un état des lieux de ces questions de mode de vie et de dynamique de mobilité. Parce que je crois qu'on est à un moment qui est particulièrement intéressant, que c'est un moment de changement. Alors tout ne change pas évidemment, mais quand même, il y a un certain nombre de choses qui sont en train de se transformer. Alors j'avais envie d'entrer avec quelques éléments théoriques. Je vous rassure, ça ira vite. Puis ensuite, de vous présenter quelques résultats de recherche empirique qui ont été menés soit dans le cadre de mes activités de recherche à l'École polytechnique de Lausanne, soit dans le cadre du Forum Vie Mobile, donc qui est un petit, enfin non pas un petit, qui est un institut de recherche et de prospective, un think tank créé par la SNCF et soutenu par la SNCF depuis maintenant 6 ans, et pour lequel j'ai le plaisir d'opérer comme directeur scientifique. Donc ça, ce sera le deuxième temps, quelques résultats, et puis après, quelques éléments de prospective avec une étude de prospective par scénario à l'horizon 2050 qu'on a menée pour le compte de la SNCF, d'ailleurs avec Anne Panis-Lelon. Et puis je terminerai par quelques considérations peut-être plus générales et plus appliquées sur le rôle du politique. Alors peut-être pour commencer, quelques éléments théoriques. On est à un moment important, je crois, par rapport à la mobilité, parce que l'emprise de la mobilité dans nos vies est en train de se transformer. Au niveau sociétal, la mobilité reste ou est une valeur fondamentale. C'est quelque chose qui est fondamental et qui en même temps est tout à fait ambivalent. D'abord, on a une valorisation forte de ce qu'on pourrait appeler la grande mobilité. Il y a même parfois dans le monde du travail une injonction, peut-être même dans le monde du loisir, à être mobile, à se déplacer vite, à se déplacer loin, à se déplacer souvent. C'est un signe de dynamisme, c'est un signe d'esprit d'entreprise, c'est l'expression pour certains d'une forme peut-être de liberté. En tout cas, dans l'image qu'on en a, c'est un petit peu, quand on va un petit peu creuser dans le spectre des valeurs, c'est un petit peu ce qu'on trouve. Ça, c'est le côté positif. Mais il y a l'autre face de la même pièce, qui est que certaines formes de mobilité sont au contraire dévalorisées, et c'est notamment des formes de mobilité qu'on pourrait qualifier d'irréversibles
irréversible au sens de l'impact que ça a sur la vie, c'est-à-dire on pense en particulier aux migrants, aux migrations. Le fait de se déraciner d'un endroit, de s'enraciner ailleurs, est souvent quelque chose qui n'est pas très valorisé, et notamment quand ça se passe au niveau international. J'ai passé quelques jours à Athènes à travailler sur cette question, et c'est absolument frappant. Donc vous voyez, on a cette espèce d'ambivalence, être mobile oui, mais voilà, ce qui est valorisé, c'est finalement des formes de mobilité qu'on pourrait qualifier de réversibles, c'est je vais vite, loin, souvent, mais je reviens très facilement. Donc on utilise le transport, la communication à distance pour être mobile, réversible, mais par contre des mouvements qui auraient un impact plus fort sur la vie comme la migration sont au contraire souvent plutôt dévalorisés. Dans ce contexte, ça c'est le premier point, dans ce contexte voilà, où la mobilité est une valeur forte, ce qu'on constate aussi, deuxième point théorique, ce sera le dernier, c'est que les acteurs que nous sommes tous, en tant qu'individus, mais aussi des acteurs collectifs comme des entreprises, voire des acteurs publics, ont tendance à jouer avec le territoire à l'aide de toutes les possibilités de mobilité que nous offrent les différentes technologies. On a une multiplication des possibilités de franchir la distance par le transport et la communication à distance, avec tout ce qu'on a dans nos poches. Il y en a peut-être certains d'entre vous d'ailleurs qui sont actuellement en train d'envoyer un email tout en écoutant une conférence. Parce que là, c'est ce genre de démultiplication, c'est des manières de franchir l'espace qu'on s'approprie. Et tout un chacun, on a tendance à jouer avec toutes ces possibilités pour les mettre à profit de finalement notre mode de vie, notre projet de vie, nos envies. Donc on s'approprie ces différentes possibilités avec parfois une grande créativité. C'est les concepteurs de ces technologies, les concepteurs d'offres de transport, ou les personnes qui ont par exemple lancé le téléphone portable pensaient que ça ne marcherait pas il y a 30 ans. C'est pour ça que ça a mis tellement de temps à se développer. La technologie existait depuis très longtemps et elle n'avait pas été commercialisée parce qu'on pensait que ça n'aurait pas de succès. En fait, voilà, il n'y a pas de relation mécanique simple entre une technologie et son usage, mais il y a des processus d'appropriation et de créativité qui sont quand même de plus en plus, j'allais dire complexes, je ne sais pas si c'est le bon mot, disons multiples, et qu'il est sans doute essentiel de prendre en considération quand on fabrique une politique de mobilité, parce que si on a une idée préconçue, très précise, de la manière dont les usagers vont utiliser ce qu'on est en train de leur préparer, il y a de fortes chances pour qu'ils en fassent autre chose et que finalement ça génère peut-être de la déception, voire la nécessité de mesures correctives et autres. Donc je pense que c'est très important de penser cette capacité à se mouvoir et à jongler et à jouer avec les différentes possibilités que nous offrent les techniques de franchissement de la distance quand on veut mener une politique de la mobilité. Donc ça, c'est le deuxième point théorique que je voulais un petit peu sur lequel je voulais insister. C'est des choses qu'on retrouve dans de très nombreux travaux. Et puis il y a un troisième point qui est lié aux deux premiers, à la multiplication des possibilités de se déplacer, le jeu avec la capacité à se mouvoir. Il y a de très grandes inégalités entre acteurs, entre personnes qui se font jour liées à ça. Et ça concerne en particulier l'accès à un certain nombre de services et de technologies. Tout le monde n'a pas un smartphone, tout le monde n'a pas accès à un certain nombre de services et d'équipements. Donc ça peut limiter la capacité de jeu, ça suppose aussi des compétences, ça suppose des projets. Et donc voilà, c'est aussi une dynamique très inégalitaire qui se met en place. Voilà, ça c'est le premier élément sur lequel je voulais revenir, premier temps de mon exposé. Alors finalement, qu'est-ce que ça signifie si on essaie déjà de commencer à arriver sur peut-être des traductions plus concrètes? Je crois qu'il faut se méfier de ce qu'on voit, des apparences, des phénomènes, et bien analyser ce qui se cache derrière. Je vous ai mis cette photo d'un village suisse, et je pourrais le sous-titrer avec cette légende « Ceci n'est pas un village », un petit peu à la René Magritte.
hein, l'artiste belge. Ceci n'est pas un village parce que dans cette localité qui s'appelle Féchy, qui est située entre Genève et Lausanne, et bien finalement il n'y a pratiquement que des catégories sociales supérieures qui sont en général des grands mobiles, qui ont un très grand accès aux mobilités réversibles. On est de facto dans du périurbain, même si évidemment il y a une politique d'aménagement du territoire qui fait que, vous voyez, il y a des vignes autour du village, il n'y a pas un immense lotissement, mais il faut se méfier des apparences, on est bien dans du périurbain. Et donc, pour comprendre un lieu comme Féchy aujourd'hui, il faut vraiment aller s'intéresser à ses habitants. On ne peut pas juste en rester à la morphologie qui nous donne la surface des choses d'une certaine manière. Voilà, donc ça c'était le premier temps sur lequel je voulais vous entretenir. Deuxième aspect, très rapidement, quelques résultats de recherche. Alors, un premier qui illustre peut-être une des tendances lourdes d'évolution de la mobilité aujourd'hui, l'émergence et le développement de ce qu'on appelle les grandes mobilités, c'est-à-dire le fait alors là, c'est pour le motif travail, ça pourrait s'élargir au loisir. Là, je n'ai donné que pour le motif travail. Sur 6 pays, c'est issu d'un programme de recherche européen qui a été prolongé par le Forum Vie Mobile avec un financement pour une deuxième vague d'enquête qui a eu lieu 5 ans après la première, ce qui permet d'avoir des données longitudinales. Vous voyez que la grande mobilité, c'est-à-dire le fait de travailler loin de son domicile principal et d'être navetteur de longue distance ou d'être birésident, eh ben, ça touche au jour d'aujourd'hui, là vous avez les 6 pays sous les yeux, voilà, entre 13 et 19% de la population active. C'est des échantillons représentatifs. Si on additionne à ça les personnes qui ont une fois dans leur vie plus d'un an ou plus pratiqué cette forme de vie, vous voyez qu'on arrive à peu près à 50% de la population. Donc on n'est pas sur du détail, c'est des choses dont on parle assez peu parce que statistiquement elles sont souvent difficiles à mettre en évidence. Si on pense aux enquêtes de mobilité qui mesurent surtout la mobilité locale, parce que quelque part ça échappe, ces statistiques-là échappent à cette mesure. Donc voilà, ça c'est un des points moi, que je trouve d'évolution que je trouve intéressant et important à relever. Donc le développement de ces grandes mobilités, y compris en France. Deuxième évolution qui est très forte, issue de la même base de données. Donc une enquête sur mobilité et travail sur des échantillons représentatifs de la population donc des différents pays que vous avez vus tout à l'heure. L'utilisation du temps pendant les déplacements. Donc là, vous avez des pourcentages d'augmentation d'utilisation, de réalisation de certaines activités pendant le déplacement. C'est entre les 2 vagues d'enquête, la première était en 2007, la deuxième en 2012, c'est les mêmes personnes qui ont été interrogées. Vous voyez qu'on a tendance à utiliser de plus en plus son temps pour de la relaxation, pour du loisir ou pour travailler. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très très fort, qui touche particulièrement les jeunes, et ça entraîne chez les populations jeunes, on vient de sortir une enquête sur les 14-17 ans, sur leur rapport à l'automobile, on se rend compte qu'il y a finalement un désamour de l'automobile chez les jeunes, alors pour des raisons écologiques, pour plein de raisons aussi, parce que c'est cher de passer le permis de conduire, etc. Mais aussi parce que fondamentalement, en voiture, il faut conduire, et quand on conduit, on ne peut pas utiliser son temps à faire autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui peut paraître anecdotique, mais je crois qu'il est absolument essentiel si on doit penser des offres de transport. Troisième aspect, on est de plus en plus multimodaux. Quand je vous disais, on a une capacité de jeu, vous avez une part de plus en plus importante de la population qui utilise différents moyens de transport dans sa vie quotidienne. Là, vous avez sous les yeux Aurélie, je vous ai mis, Aurélie, elle a participé à un workshop qu'on a réalisé l'année dernière avec le Forum Vie Mobile. Je vous ai mis Aurélie parce que Aurélie, elle n'a pas une profession, elle n'est pas cadre supérieur. Ça touche des catégories de population très différentes. Aurélie, elle est graphiste. Vous voyez qu'elle pratique, elle est multirésidente, multimodale, elle se déplace énormément. Elle habite dans une région rurale, son port d'attache est dans le Perche, enfin voilà. Et donc,
voilà, ça c'est aussi une transformation qui est assez forte. On n'arrive plus, c'est de plus en plus difficile d'identifier dans la population une population, par exemple, d'automobilistes qui auraient des intérêts d'automobilistes parce qu'ils utilisent que la voiture pour se déplacer dans leur vie et qu'on pourrait opposer, je ne sais pas, par exemple, des usagers des transports en commun et de la marche et du vélo qui n'utiliseraient que ces moyens de transport-là. Les choses se métissent de plus en plus et je pense qu'il y a aussi des enjeux au niveau politique à ce niveau. Voilà, ça c'était mon deuxième temps. Du coup, le futur, on en est où au niveau du temps ? Il vous reste 6-7 minutes. Oh bon, ça va, non, on va y arriver. On va y arriver. Bon, qu'est-ce que ça va devenir à l'avenir, toutes ces affaires-là ? On voit, on a des signaux plus ou moins forts qui sont en train d'émerger. La mobilité est en train de changer. Comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de la mobilité ? Alors, il y a de nombreux travaux en sciences sociales qui suggèrent. Alors, on parlait tout à l'heure avec Georges Amar des travaux de Hartmut Rosa, mais, donc je pense à lui, mais à beaucoup d'autres, qui suggèrent qu'on est peut-être à l'aube d'un changement de paradigme concernant la mobilité. Alors là, je voulais illustrer là, par cette planche de bande dessinée qui est tirée de Tranches de vie mobile, qui est une BD qu'on a sortie suite à la recherche dont je vous ai présenté quelques statistiques sur les grands mobiles. La vie mobile, la vie mobile d'aujourd'hui, le mode de vie où on se déplace vite, loin et souvent, il est quand même jugé par les personnes qui le vivent extrêmement stressant. Et la plupart du temps, il n'est pas considéré par ceux qui le vivent comme un signe de liberté. Donc vous voyez, on a comme l'expression d'une liberté, mais plutôt comme l'expression d'une contrainte, ce qu'ils nous disent ce qu'ils disent aux chercheurs, ou ce qu'on peut lire dans la littérature à ce propos, c'est qu'en général, les gens qui le pratiquent disent c'est la moins mauvaise solution que j'ai trouvée en termes de mode de vie dans un univers de contraintes dans lequel je suis pris, mais fondamentalement, ce n'est pas génial. Et donc ça, je crois que c'est absolument essentiel, et ça entre d'ailleurs un peu en conflit avec cette idée qu'on a, cette image de la mobilité, comme aller vite, loin, et souvent c'est l'expression d'une forme de liberté. Quand on va regarder ceux qui le pratiquent, ils nous disent que c'est plus par une logique de contrainte que par une logique de liberté, l'expression d'une liberté que finalement ils ont été amenés à déployer ce type de mode de vie, et que surtout ils sont épuisés, souvent ils sont fatigués, et puis que si c'était possible de faire autrement, ils le feraient bien volontiers. Et c'est notamment ressorti des résultats d'une enquête internationale qu'on a menée dans le cadre du Forum Vie Mobile sur les aspirations en matière de mobilité dans le futur, dans plusieurs pays là, que vous avez ici listés, et où il ressort que 78% de la population de ces différents pays, et il n'y a pas de différence significative entre les pays à ce niveau-là, souhaitent, dans un monde idéal, pouvoir ralentir son rythme de vie. C'est-à-dire qu'il y a un côté extrêmement stressant finalement d'être sans cesse sollicité, d'avoir sans cesse un téléphone qui sonne ou d'avoir un petit bruit parce qu'on a reçu un SMS, d'être sans cesse interrompu, de travailler dans le train parce qu'on habite loin et que finalement c'est la seule manière qu'on a trouvé de ne pas perdre trop de temps. Ça a un côté absolument épuisant, et beaucoup de personnes considèrent que dans le fond peut-être c'est quelque chose qu'ils souhaiteraient changer dans leur vie. C'est une aspiration qui concerne en particulier la mobilité. Quand on creuse un petit peu sur qu'est-ce que ça veut dire ralentir son rythme de vie, très vite on retombe sur des questions de mobilité. Voilà, des questions de voiture, de perte de temps, des questions de caractère stressant des embouteillages, caractère stressant du train en retard, caractère stressant d'un budget temps de transport qui est très élevé, etc., etc. Donc on peut vraiment se demander si on n'est pas à l'aube d'une transformation peut-être plus radicale, si effectivement ces évolutions ces aspirations se traduisent dans la mobilité, alors peut-être qu'on a peut-être passé, ou on est peut-être en passe de passer le pic de mobilité en termes de kilomètres parcourus et autres, parce que tout simplement peut-être il y a un espèce de ras-le-bol ou de fatigue à l'égard de ces mouvements incessants. Alors, j'arrive tranquillement
pas tout à fait à la conclusion, mais je voulais d'abord vous présenter un exercice de prospective qu'on a fait pour le compte de la SNCF dans le cadre de la COP 21, notamment avec Anne Panis-Lelon, où on s'est intéressé avec toutes ces tendances dont je viens de vous... Enfin, je ne vous ai pas parlé de toutes les tendances, mais on a essayé d'identifier, à partir de ces différentes évolutions de la mobilité, quels pourraient être les futurs possibles de la mobilité. En imaginant des sociétés qui vont avec, parce que la mobilité, il ne faut pas oublier que c'est une demande dérivée, c'est-à-dire que c'est difficile d'imaginer des mobilités du futur sans imaginer la société qui va avec. Donc on a essayé de faire cet exercice de mise en cohérence et on est arrivé à ces 3 types idéaux, alors qui sont relativement radicaux, mais qui je crois sont illustratifs. Donc un scénario ultra-mobilité, un scénario altermobilité, un scénario proxy-mobilité. Ultra-mobilité, pour aller très vite, c'est la radicalisation des tendances actuelles en matière de grande mobilité. Donc ça se poursuit, voilà, à l'horizon 2050, voilà, ces tendances se poursuivent. Ça suppose d'utiliser beaucoup son temps de déplacement pour des activités. Ça suppose aussi du télétravail, de la flexibilité. C'est finalement le scénario de la grande mobilité. Deuxième scénario, altermobilité. Donc là, c'est l'idée de prendre au sérieux la volonté de ne plus conduire, ou de moins conduire que l'on observe chez de nombreux jeunes en particulier, pour pouvoir utiliser son temps à autre chose. Donc c'est un scénario de report modal massif vers d'autres moyens de transport que la voiture que l'on conduit. Et puis proximobilité, c'est un scénario qui est basé sur l'idée que finalement on prend au sérieux ces aspirations dont je vous ai parlé à finalement avoir des rythmes de vie un peu plus calmes. Et donc c'est un scénario du retour à on va dire une proximité connectée, hein, fortement connectée, où là voilà, on retrouve une certaine qualité de vie, un certain calme, en se déplaçant moins. Donc il y a un renversement de la valeur mobilité, en ce sens que ce qui est valorisé, c'est pas d'aller vite et loin, mais c'est d'avoir la possibilité de rester dans des environnements proches, tout en probablement en étant très fortement interconnectés. C'est beaucoup plus dans ce scénario, on l'avait vu dans nos travaux, les objets et les marchandises qui voyagent plus que les personnes. Donc j'en arrive tranquillement à ma conclusion. Bon, alors quand on commence à les chiffrer, ces scénarios en termes de mobilité, kilomètres parcourus, ça donne des choses assez contrastées, bien évidemment. Il n'y a que Proxy Mobilité, juste pour la petite histoire, qui atteint le facteur 4 en 2050. Moi, je voulais juste terminer en vous disant, dans le fond, ce qu'on voit, et c'est là où je voulais en venir avec ces scénarios, c'est qu'il faut avoir une vision un peu ouverte des technologies. Je voulais prendre l'exemple de la voiture autonome. Si vous prenez les 3 scénarios que je viens de très brièvement vous décrire et qu'on essaye d'y coller la technologie de la voiture autonome qui en 2050, puisqu'on les a fait à l'horizon 2050, ces scénarios, en 2050, on peut imaginer que d'une manière ou d'une autre, elle sera sur nos routes. Dans le scénario ultra-mobilité, la voiture autonome, c'est la voiture privée, hein, mais qui est autonome, qui est capable de se déplacer toute seule, mais elle prend sens dans ce scénario si elle est privée. C'est la voiture qu'on a déjà dans notre garage maintenant, mais autonome. Dans le scénario altermobilité, la technologie de la voiture autonome ou du véhicule autonome prend sens par rapport au transport collectif et à la voiture partagée. Donc ce sera beaucoup plus une voiture en flotte qui est complémentaire à des offres existantes, qui permet de couvrir l'espace-temps d'un territoire de façon complète. Et puis dans le 3e scénario, proxy-mobilité, eh bien finalement c'est encore autre chose. La voiture autonome, dans la mesure où c'est beaucoup plus les objets qui se déplacent, ben, elle est très utile pour faire du fret au sens large. Donc là où je voulais en venir, c'est de dire dans le fond, sortons d'une vision des technologies où finalement la technologie va déterminer notre futur. La voiture autonome, elle va exister. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas qu'elle existe ou non. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va en faire.
qu'est-ce qu'on va faire sociétalement avec cette technologie. Et je voulais terminer par cette note en disant, dans le fond, c'est une question éminemment politique. C'est une question éminemment politique, alors bon, à l'échelle d'un pays comme la France, évidemment, à l'échelle de l'Europe encore plus. Les 3 scénarios que je vous ai présentés, pour qu'ils se réalisent, eh bien finalement, il y a un certain nombre de décisions d'investissement, un certain nombre de lois qui sont mises en place pour les favoriser l'un plutôt que l'autre. Et je pense qu'on n'est pas dans une situation où simplement l'avenir est écrit par une évolution technologique et finalement la politique court derrière. Et c'est ça le message fondamental sur lequel je voulais terminer, parce que ça me semble être essentiel. Et dans le monde du transport collectif, j'ai pu constater ces 2-3 dernières années qu'il y avait un certain désarroi par rapport à un certain nombre de développements technologiques, notamment autour du véhicule autonome, où on se dit mais ça va nous bouffer des parts de marché, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce que les investissements qu'on a prévus à l'horizon 2030 ou 2040 sont toujours pertinents compte tenu de ces évolutions. Moi je crois qu'il ne faut pas raisonner comme ça, il faut au contraire raisonner à l'inverse et de se dire mais ces technologies elles vont exister, comment on va les mettre à notre profit en fonction d'un projet politique qui est le nôtre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Vincent Kaufmann, merci beaucoup. Alors merci d'abord pour effectivement cette vision, hein, cette vision prospective. Alors, vous nous dites quand même un certain nombre de choses, et on va peut-être débattre là-dessus. Vous dites qu'il y a une vraie injonction à la mobilité, c'est branché d'être mobile, quoi. Et en même temps, c'est plutôt les CSP+, qui sont hyper mobiles, et puis les CSP-, qui sont de moins en moins mobiles. Donc, il y a quand même de l'inégalité, il y a quand même des injustices là-dedans. Autre bonne nouvelle, vous nous annoncez la fin de la voiture, en tout cas telle qu'on l'imagine maintenant, pas qu'on l'imagine, telle qu'on la vit maintenant. Enfin, en tout cas, c'est une vision. Et puis, peut-être là-dessus qu'on va aussi débattre avec nos 2 intervenants, c'est de dire, voilà, les technologies, c'est pas les technologies qui vont gouverner, c'est les hommes et les femmes qui gouvernent. Et pour ça, effectivement, il y a moyen de choisir un peu plus son destin que de se laisser embarquer dans une course à l'échalote technologique qui va faire de nous plus des sujets de technologie que des maîtres de technologie. Alors, Anne Panis-Selon, peut-être, sur cette... oui, prenez un micro. Peut-être revenir sur ce que veulent les gens. Il nous l'a bien dit quand même sur cette vision globale. On vit beaucoup la mobilité, mais ceux qui la vivent énormément, finalement, ils la subissent quelque part un petit peu. Le client que vous connaissez bien, le client SNCF que vous connaissez bien, lui, son souhait principal, c'est quoi? C'est de faire en sorte que sa mobilité, elle lui coûte le moins possible, qu'elle lui pèse en temps le moins possible, qu'elle soit la plus écologique possible. Dites-nous, qu'est-ce qu'il attend? Alors, moi je suis assez sensible à tout ce que Vincent a dit sur effectivement les disparités, le sentiment de pression sur le temps, etc. Puisque nous, ce qu'on observe dans les études, c'est effectivement qu'il y a plusieurs systèmes de tension autour du voyageur. Il y a effectivement la tension sur le temps et le sentiment que tout va de plus en plus vite et que c'est la désynchronisation des activités. C'est aussi un peu l'injonction à la performance. Il y a l'injonction à la mobilité, mais il y a l'injonction à la performance aussi qui est omniprésente pour tout le monde. À laquelle se rajoute quand même une tension sur le pouvoir d'achat qui est très forte aussi, qui est un système de contraintes fort et qui occupe beaucoup les esprits et est assez structurant au quotidien. Et puis aussi ce qu'on voit dans les études assez récentes qu'on a faites, c'est... Il y a une tension sur la confiance depuis longtemps. Enfin, on est aujourd'hui dans une société de plus grande défiance à l'égard des institutions, mais aussi à l'égard des autres. Et aujourd'hui, ils ont, en termes de sécurité, de sûreté, c'est ça? Oui, c'est-à-dire vraiment... Alors, on voit bien dans la mobilité, dès qu'on est dans le transport collectif, que la problématique du bagage, du vol, du bien, de son bien personnel est très importante. Et effectivement, avec les attentats, c'est quelque chose qui est devenu assez omniprésent, alors qui ne concerne pas que le transport, hein, c'est tous les lieux publics, mais les gens ont vraiment ça en tête. Donc c'est quand même un système de tension supplémentaire. Et je dirais effectivement, alors on va revenir sur la question écologique après, mais que dans ce système de tension, nous ce qu'on voit quand même, c'est que le prix est un facteur d'arbitrage vraiment clé, déterminant, qui sort toujours au premier rang des facteurs de choix, mais que
de façon omniprésente, il y a vraiment ce thème de la facilité, c'est-à-dire qu'en fait, les gens sont épuisés effectivement, et c'est vrai pour la mobilité, c'est vrai dans tous les autres univers de consommation, ils attendent qu'on leur facilite la vie, qu'on soulage les contraintes. Juste peut-être sur on s'arrête juste 30 secondes sur la notion de pouvoir d'achat. Quand il nous parle des véhicules autonomes qui seraient peut-être en flotte privée, d'après ce que vous nous avez dit, dans un premier temps, déjà on sait qu'une voiture aujourd'hui, quand on voit le salaire médian à 1 500 € et qu'on voit que je crois que le coût moyen d'une voiture, c'est aux alentours de 18 000 € aujourd'hui. La voiture autonome, ça va être bourré de technologie, elle va coûter une blinde, quoi. Qui c'est qui va pouvoir se payer une voiture autonome ? Pour moi, si elle n'est pas en flotte, pour moi, au niveau de la voiture individuelle, c'est un vrai facteur de frein à la diffusion de la voiture autonome. Quand on voit aujourd'hui, je crois que l'âge moyen d'achat d'une voiture neuve, c'est aux alentours, c'est au-delà de 55 ou 60 ans. Vu les contraintes sur le pouvoir d'achat, je ne vois pas comment le commun des mortels se paye une voiture autonome. Déjà, les jeunes aujourd'hui, ils hésitent à passer le permis, ça vaut 3 000 € un permis aujourd'hui. Non, c'est une vraie question. C'est pour ça que la diffusion généralisée, etc., me semble, et le remplacement du parc automobile actuel me semble assez compliqué. Alors après, sur la question, donc vraiment une attente de facilitation et de simplification qui est forte, d'autant plus que, comme Vincent l'a souligné, on a une croissance de la multimodalité et de l'intermodalité, c'est-à-dire que à la fois parce qu'il y a plus de solutions de transport, mais aussi parce que les systèmes, qu'en ville, la congestion est importante et qu'il faut jongler entre différents modes pour se rendre d'un point A à un point B, on a besoin de plus de... ça renforce encore le sentiment de contrainte. Dans une enquête qu'on a fait récemment, on voit que quand on est monomodal, on apprécie plus sa mobilité du quotidien, on donne une meilleure note de satisfaction que quand on est intermodal. Il y a une pénibilité à l'intermodalité qu'il ne faut pas négliger. Donc ça c'est un point qui me semble important. Sur la préoccupation écologique, on voit bien qu'elle est dans les têtes, on voit bien que y a de la que ce soit de la post-rationalisation ou pas, mais que les gens qui font du covoiturage invoquent cet élément, que effectivement, là on vient de faire une étude qualitative dans plusieurs villes de France, avec des villes, des grosses villes, mais aussi des villes moyennes. Tout le monde est en train de se dire qu'à la fois pour des critères environnementaux, mais aussi de congestion, la voiture n'aura plus sa place, voire même déjà à une place de plus en plus restreinte. Et c'est pas vrai qu'à Paris, c'est vrai aussi dans d'autres villes. Donc ça, c'est bien présent dans les têtes, mais c'est pas encore un critère d'arbitrage majeur ou vraiment signifiant du mode de transport. Oui, c'est pas décisif. Si effectivement ils peuvent voyager vers, c'est mieux, mais il faut qu'ils voyagent quand même. C'est militant, mais pour la majeure partie de la population, c'est plutôt un effet bonus, c'est-à-dire que je réassure mon choix d'avoir pris le train parce que ça pollue moins, ou d'avoir fait du covoiturage parce que c'est bien de partager et ça pollue moins, mais c'est plutôt un facteur de réassurance a posteriori. Et est-ce que vous ressentez ce slow trend? Est-ce qu'effectivement, il nous dit il y a 78% des gens qui subissent la mobilité, qui ont envie de calmer, comme ils ont envie de moins travailler, de manière générale, on est tous comme ça, je veux dire, mais en réalité, plus ça va, plus on est effectivement... Est-ce que quand même, parce que le rêve qu'on pourrait imaginer avec les nouvelles technologies, c'est de se dire, il y a Skype, il y a un certain nombre de choses, je peux envoyer des données, il y a du big data. Finalement, la mobilité physique, est-ce qu'elle pourra ou pas, et là c'est question à tous les trois aussi, être à un moment donné remplacée par la mobilité virtuelle, par la communication, on va dire l'ultra-communication? Est-ce que les échanges physiques, est-ce qu'ils vont diminuer ou pas? L'échange physique, c'est aussi l'échange humain, et je pense que ça va perdurer, et que ça reprend de la valeur, et que l'échange à distance a quand même certaines limites. Après, effectivement, nous le sentons. Enfin, moi, j'étais très frappée tout à l'heure. Vincent parlait de la réappropriation du temps de transport, mais nous, quand on fait des petites enquêtes sur les occupations à bord des trains, ce que font les gens à bord des trains, c'est principalement, effectivement, dormir, en profiter pour rêvasser, regarder les paysages, penser à ce à quoi ils n'ont pas le temps de penser. Le travail, effectivement, ils travaillent, mais c'est quand même minoritaire par rapport à ce qu'on peut s'imaginer, y compris... D'accord, donc le cadre qui dit « je prends le train parce que je bosse, et je ne prends pas l'avion », mais... C'est je sais pas, c'est aux alentours de 15%, alors que la rêvasserie, etc., c'est 80%. Alors c'est un temps pour soi, en fait, finalement. C'est un temps pour soi, et c'est à tel point qu'on se dit... Moi, je me disais, en réfléchissant au rôle du train,
train dans tout ça, ça reste un des espaces où finalement on n'est pas soumis, où on a un temps de latence qui n'est pas soumis à un système de pression très fort et dont on peut faire ce qu'on veut. Donc effectivement, on nous demande la Wi-Fi à bord parce que on a envie de travailler si on veut, et puis il y a tous les loisirs maintenant, enfin tout le digital, etc. Ça nécessite de la connectivité. Mais le temps à bord du train, c'est principalement une bulle et voilà une. Donc en fait, ce que vous recherchez, alors, je suppose, hein, c'est de dire aujourd'hui, il faut que mon but SNCF, c'est pas simplement de faire voyager des voyageurs, c'est de les occuper, de leur offrir du service de connexion pendant ce temps de voyage aussi. C'est de leur permettre de faire ce qu'ils ont envie de faire pendant le temps de trajet. Donc s'ils ont envie de buller, ils bullent, de dormir, ils dorment. S'ils ont envie de regarder une vidéo, ils ont suffisamment de connexion pour pouvoir le faire. Et s'ils ont envie de travailler. Vous n'avez pas fait des séances mythiques ou encore à bord des trains pour les célibataires, non, pour qu'ils se rencontrent? Ça pourrait être une idée, je sais pas. En fait, des colloques. Il y a pas mal de réflexions parce que les gens nous disent toujours, moi j'aimerais bien rencontrer, puis ce serait sympa que, etc. Et en fait, toutes les initiatives pour essayer de stimuler de la rencontre, de la convivialité, c'est très compliqué. Eh oui. Et je relisais là ce matin en venant dans le train, on vient de faire une étude sur. Enfin, il y a vraiment dans le transport, et c'est quelque chose aussi par rapport aux véhicules partagés qui me semble important, c'est que il y a vraiment toute une ambivalence entre me retirer, être dans ma bulle, être dans une forme d'intimité qui redonne, enfin, qui donne son poids et son rôle à la voiture aussi, qui est quand même encore un prolongement du domicile et où c'est mon univers à moi. Et puis le fait de partager. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'aujourd'hui, dans le covoiturage, qui arrive quand même, enfin, qui commence à se stabiliser en France, notamment parce qu'il y a des gens qui vont vers le bus, parce que dans le bus, même si on est plusieurs, on est un peu plus isolé dans un groupe. Et on n'est pas soumis à la proximité d'individus qu'on n'a pas forcément de le côtoyer. Et l'obligation de parler. C'est ça. Et d'ailleurs, on voit bien, on parlait d'automobile tout à l'heure, on voit bien aujourd'hui les publicités sur l'automobile, c'est pas comme il y a quelques années où on disait elle a un gros moteur, elle tourne bien, etc. Mais au contraire, elle est hyper connectée, on voit effectivement la possibilité de continuer tout en conduisant à rester hyper connecté parce qu'on a ces comportements. Il paraît qu'on regarde son smartphone plus de 250 fois par jour. Selon les dernières études. Enfin, je parle des gens d'âge adulte, peut-être que chez les jeunes, c'est encore plus développé. Alors, Carolina Martina Tabares, on voudrait un peu que vous nous expliquiez, vous, comment ces comportements, ils sont de manière générale en train d'évoluer. Il y a vraiment des changements de comportement aujourd'hui. On dit qu'on est dans une période de mutation, dans une période de changement de paradigme. Vous le constatez, ça, vraiment, en matière de mobilité ? Oui, effectivement, il y a plein de changements en ce moment qu'on constate au niveau de la voiture. Il y a moins de gens qui passent le permis de conduire, mais il y a aussi des différents types de mobilité qui se font connaître maintenant. Donc il y a le partage de la voiture, il y a le covoiturage, mais il y a aussi des systèmes comme les Uber Pool. Donc on partage les Uber, mais aussi les Uber Pool, où on partage aussi une voiture. Et donc, du coup, il y a une transformation de la mobilité en général et aussi de la mobilité individuelle. Et donc, il y a des gens aussi qui se posent la question des derniers kilomètres, donc ils utilisent soit le vélo, mais aussi la trottinette, les monoroues, que c'est un peu à la mode, et que même c'est cher, mais les gens, ils sont prêts à payer pour être dans la technologie, pour un petit confort. Donc on a son monoroue, sa trottinette, on descend du métro, on prend le bus, et puis le dernier kilomètre, on le fait en monoroue ou en trottinette. Effectivement. C'est vrai qu'on voit de plus en plus de gens faire ça. Oui. C'est très intéressant, mais en même temps, quand on dit s'il pourrait marcher, il ferait mieux pour la santé, aussi on se pose des questions. Donc la technologie, ça peut aider à certaines conditions pour être plus en confort, mais ça peut aussi être en contre de certaines conditions comme la santé. Parce que l'individu, c'est un être mobile. En fait, on doit se mobiliser pour être en santé. Donc, il y a des avantages de la technologie. C'est bien le vélo en ville pour la santé, mais si avec une grosse circulation pour les poumons, c'est pas terrible quand même. Oui, effectivement. Donc c'est un peu contradictoire ça aussi. Oui, mais les médecins le disent en tout cas. Oui, effectivement. Il y a toujours des pros et contre à chaque fois. Mais par rapport à cette question particulière de l'exposition à la pollution, il y a des études qui montrent qu'on est plus exposé à la pollution
quand on est dans un véhicule, parce qu'en l'overtake, À l'intérieur, tout à fait. Oui, ça oui, circule. Donc il y a des questions, donc il y a des pro et contre à chaque fois. Mais effectivement, les changements de mobilité, c'est intéressant parce que ça touche la technologie, mais ça touche aussi les habitudes, des habitudes aussi qui peuvent finalement être positives à long terme ou négatives, comme les questions de santé. Alors Vincent, tout à l'heure, nous disait finalement, ces questions-là, elles sont d'abord politiques. Elles sont, enfin, la solution, hein, Vincent, vous pouvez intervenir évidemment quand vous le souhaitez, hein, n'hésitez pas, hein, n'attendez pas forcément que je vous donne la parole. Hein, il dit finalement, il faut que le politique prenne le pas. On pourra tout à l'heure, avec M. Chenoz aussi, hein, s'il a envie d'intervenir sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, les collectivités, elles réfléchissent énormément sur des prises de décision. Le problème, c'est difficile des fois de piétoniser un quartier, parce qu'il y a les habitudes, parce que les commerçants, ils vont pas être contents, parce que c'était pratique de se garer pour aller chercher son poisson. On connaît tout ça. Comment on arrive à faire aussi, sans violer les gens, hein, sans trop les contraindre, mais est-ce que les politiques incitatives, ça marche ou pas, Caroline de Martinez? Oui, justement, j'ai aimé la phrase qu'il disait sur les projets politiques. Parce que je voulais dire que tous les politiques, ils ont un impact sur les comportements. Il y a toujours un effet sur les comportements. Donc, il y a toujours un avant, un pendant et un après d'une politique. Donc, si on prévoit quel serait l'impact qu'une politique pourrait avoir, on pourrait peut-être améliorer justement les comportements qui suivent. Parce que des fois, il y a des interventions et on voit que les gens adoptent certains comportements qui ne sont pas forcément ceux qui étaient voulus. Donc, c'est pour ça que pour changer les comportements vers quelque chose qu'on désire, il faut d'abord comprendre les gens, aussi concevoir les actions, mais aussi expérimenter. Et en même temps, il faudrait apprendre et adapter. Parce que, il y a en vérité, tout ne marche forcément. Et tout ne marche pas forcément. Et tout ne marche pas avec tous les gens. Parce que les individus, on est tous différents. Et certaines interventions vont marcher pour un public spécifique, mais certaines non. Donc c'est pour ça qu'il faut connaître les gens avant de se lancer dans le développement des interventions. Et une fois on se lance, il faut toujours adapter. Il faut apprendre de ce qu'on a fait et tester. Non, effectivement, il y a des outils. Et justement, la psychologie sociale s'est plongée sur cette question des changements de comportement. Et de plus en plus, il y a des interventions pour changer les comportements dans différents domaines, pas que dans la mobilité, dans l'environnement, sur l'énergie, sur l'eau, sur la consommation alimentaire. Donc, il y a plein de champs d'action. Et notamment dans la mobilité, il y a déjà plein de choses qui sont déjà faites, mais plein de choses qu'on pourrait faire. Donc c'est ça la partie intéressante. Alors, est-ce que, d'ailleurs, question à tous les trois, quand on parle de mobilité, est-ce qu'on peut parler de mobilité d'une manière générale comme ça? On va parler, on a tout à l'heure, la deuxième table ronde, on va parler de la ville, hein, de l'organisation urbaine. Mais est-ce qu'on peut parler de mobilité sans parler de zones d'emploi, de zones d'habitat, de logement? Est-ce que tout ça, c'est pas quand même très interdépendants, c'est-à-dire qu'on peut avoir des politiques de mobilité très très modernes. Enfin, si on a des centres de vie qui sont très éloignés des centres de production, ça risque quand même d'être un petit peu aussi compliqué, Vincent. Moi, je dirais, la mobilité, c'est pas les transports. Oui, donc, certes. Donc en fait, non, mais c'est finalement ce que vous étiez en train de dire. Oui, c'est-à-dire que les déterminants de la mobilité, ils sont très largement dans des questions d'aménagement du territoire, dans des questions de politique familiale, dans des questions de marché du travail, etc. On pourrait multiplier les exemples. Et ça, c'est peut-être quelque chose dont on ne prend pas suffisamment la mesure, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de solutions à des problèmes de mobilité qui se situent à l'extérieur du domaine des transports. C'est ça. Très en amont, en fait. Je vous donne un exemple suisse. En Suisse, il y a une explosion de la pendularité de longue distance. Le fait de travailler loin de son domicile, c'est lié à une crise du logement endémique dans tout le pays. Si le marché du logement était plus détendu, on ne serait pas face à cette explosion de la grande mobilité probablement. Et donc ça montre à quel point les choses sont interconnectées. C'est ce qui est intéressant dans l'objet mobilité, c'est que finalement c'est un objet de réflexion qui est au carrefour de toute une série de domaines et du coup de politiques publiques sectorielles aussi.
qu'il faut réussir à peut-être à articuler. C'est peut-être ça aussi l'enjeu. Mais vous avez sincèrement la question que l'organisation de politique, elle peut vraiment pas réglementer, mais organiser plutôt les choses, parce qu'il y a quand même un phénomène, on va dire une espèce de vague de comportements qui font que c'est quand même très on est en démocratie aussi, la libre circulation des biens et des personnes, c'est quand même un de nos fondamentaux, hein. Donc oui, bien sûr, le politique, il faut qu'il régule, il faut qu'il incite, enfin, il faut qu'il gère, il faut qu'il permette la liberté aussi quand même, c'est essentiel. Est-ce que ça, dans vos réflexions à la SNCF, c'est des choses que vous avez en disant comment je travaille avec le politique sur ces questions-là, en fait? Alors oui, mais ça ne se joue pas à ce niveau-là, à mon niveau à moi, donc je n'aurai pas d'éléments de réponse là-dessus, mais bien sûr, alors avec le politique ou avec d'autres acteurs, enfin notamment, alors là c'est moins sur les flux que sur la régulation. Enfin, en Île-de-France, par exemple, il y a un travail ou de la réflexion avec des entreprises et sur des quartiers en particulier, pour inciter au télétravail, pour inciter au décalage des heures de pointe, même si maintenant, je crois qu'il y a des travaux qui montrent que même quand il y a autorisation des horaires décalés, tout le monde prend la voiture à 7h30 toujours. Alors nous, on est plus sur les transports en commun, mais tout le monde continue à prendre les transports en commun parce qu'il y a des habitudes culturelles, etc. Donc effectivement, tout ça est très interconnecté et assez complexe. Oui. Peut-être pour compléter, ce qu'on voit depuis quelques années en France, dans plusieurs enquêtes importantes, je crois, c'est qu'il y a toute une série, il y a une part de la population qui souhaiterait se déplacer autrement qu'en automobile et qui ne le peut pas parce que le territoire n'offre pas autre chose. Et donc ça pose aussi. On connaît un peu le sujet ici, hein, on connaît un peu le sujet ici. Donc, oui, tout à fait. Voilà, dans le sud de la France, à Marseille en particulier. Donc voilà, ça va aussi dans ce sens-là, je pense. Et ça, c'est quelque chose à vraiment prendre au sérieux, parce que effectivement, si on raisonne en termes de mobilité-liberté, est-il juste d'être dépendant de l'automobile alors que on souhaiterait pouvoir se déplacer autrement? Mais où est-ce qu'on place le curseur? Effectivement, des fois, les comportements, les mentalités ont du mal à évoluer. Aussi, peut-être parce qu'il n'y avait pas d'équipement, il n'y avait pas d'infrastructure, etc. Et puis aussi, quand il y a des infrastructures, et il y en a des fois, elles ne sont pas non plus très utilisées ou suffisamment parce que, il y a encore des habitudes qui persistent. Mais oui, non, ça c'est... Là, j'ai une réponse par rapport à ça. L'être humain, il saute sur les opportunités. Mais il faut qu'il connaisse les opportunités. Donc, il faut faire des travaux. Effectivement, il y a des infrastructures qui ne sont pas utilisées, mais peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez communiqués, assez mis en avant. Donc, l'individu, il aime bien aussi profiter quand il trouve une solution. Mais il faudrait qu'il voit l'avantage de cette solution. Donc, il faut en général, il le voit a posteriori. On l'a bien vu, par exemple, à Marseille, avec la piétonisation du Vieux-Port. Tout le monde poussait des cris d'orfraie, y compris les commerçants, etc. C'était très compliqué. Oh là là, c'était des polémiques. Puis en fait, aujourd'hui, c'est splendide. C'est devenu un lieu absolument exceptionnel. Et tout le monde, même les commerçants, tout le monde est hyper content de ça. Donc finalement, c'est par l'utilisation, une fois que c'est fait, qu'on va en trouver les avantages. Très difficile d'anticiper, peut-être. Oui, il y a aussi la résistance au changement. Donc, quand les gens pensent qu'ils vont perdre son status quo, qu'ils vont pas ils vont pas pouvoir mettre en place ces habitudes, il y a aussi une résistance au changement. Donc, ça, c'est important de le connaître avant pour pouvoir jouer avec comment on communique l'information. Au lieu de dire quelque chose, il faut plutôt dire, bon, on va gagner quelque chose. Donc, ça dépend effectivement comment on passe l'information. Il y a des résistances au changement, ça c'est très connu, c'est des fois difficile à gérer, mais c'est important un travail en amont, ce qu'on peut faire avant. Et si on peut amorcer les changements, ça marche mieux. Donc avec des petites... Imposer dans la douceur, quoi, c'est ça? Oui, un peu petit à petit. Et juste pour compléter, c'est vrai que Vincent parle beaucoup de ça aussi dans ses travaux, mais la mobilité, c'est quelque chose de complexe aussi pour les gens. Et plus il y a des solutions, enfin là, dans cette fameuse étude dont je parlais tout à l'heure, qu'on a faite dans plusieurs grandes villes, les gens
perçoivent qu'il y a une espèce de bouillonnement, d'effervescence sur les solutions de mobilité aujourd'hui, qu'on propose de plus en plus de choses, etc. Mais ils sont quand même un peu paumés là-dedans. Oui. Et donc, Il y a effectivement... une espèce de choix oui, et puis ils ont du permanent. mal à différencier les trucs. On a fait aussi une grosse étude sur les nouvelles formes de mobilité. On a essayé de s'interroger pour voir si les gens, ça voulait dire quelque... Enfin, est-ce que pour eux, il y avait de nouvelles façons de se déplacer? Enfin, qu'est-ce qu'ils percevaient de ça? Alors, c'est hyper cannibalisé par le covoiturage, mais derrière, l'autopartage, le VTC, enfin, le VTC, c'est encore à peu près clair, mais l'autopartage, la location entre particuliers, le covoiturage, tout ça, c'est un... Ça se mélange un peu, quoi. Ah ouais, mais ça se Alors qu'est-ce mélange qu'il faudrait? Il complètement. faudrait une espèce de... Je vais être très dirigiste là, mais vous allez me renvoyer dans mes buts, hein, j'espère. Et quoi, une haute autorité de la mobilité qui dise, un espèce de guichet unique qui dit, monsieur, voilà la solution. Non, on ne peut pas imaginer ça. Je ne pense pas que ce soit, Ah, c'est pas- ce soit ça, mais c'est vrai que il faut que on a aussi une multitude de petits opérateurs, etc. Il faut qu'on arrive à clarifier ça. Il faut que les opérateurs de mobilité arrivent à clarifier leur En fait, c'est un proposition. marché extraordinaire qui s'ouvre où tout le monde se jette aussi, parce qu'il y a du business derrière, Vincent. Non, mais il y a une chose, je crois, qui pourrait être faite en France et qui, à mon avis, manque, c'est d'avoir un guichet unique d'information déjà. Vous voulez aller du point A au point B, et on vous propose toutes les solutions, et tous les opérateurs de transport public sont dans la base. Hein, ce qui est déjà... J'entends si actuellement, vous allez sur le site de la SNCF, vous n'aurez pas les autocars départementaux, il y a toute une série de choses que vous n'aurez pas. Parce que c'est encore trop segmenté par... c'est ça. Segmenté. Et puis il y a la billettique aussi. C'est vrai que si vous prenez un TGV, vous sortez dans une gare TGV, puis vous devez encore aller acheter un billet pour pouvoir continuer. Je ne sais pas si vous allez en Ardèche jusqu'à l'Argentière depuis Valence TGV, parce qu'on n'a pas pu vous vendre le billet au départ. Vous perdez du temps, c'est stressant. Vous faites là que vous en avez marre, vous n'avez pas envie. Et c'est dommage en fait. Et là, je crois qu'il y a vraiment des choses qui pourraient être C'est des axes de réflexion qui sont quand même assez présents aujourd'hui à la SNCF, et c'est vraiment cet objectif de facilitation, quoi. Voilà, je crois vraiment que c'est ça. Ouais. Je pense que c'est le mot-clé, facilitation ou simplification. Rester simple, c'est très important parce que les gens peuvent se stresser quand il y a trop de choix. Ils préfèrent les choses qui sont connues au lieu des choses inconnues. Ils préfèrent les choses qui sont certaines. Donc, il y a aussi dans les techniques de changement de comportement, il y a une qui est connue justement pour répondre à cette question, c'est le marketing individualisé. C'est accompagner les gens dans ces changements et avec une personne qui peut répondre à toutes ces questions. Parce que malheureusement, quand il y a une multiplication des opérateurs, on demande à une, il connaît seulement son petit... Son périmètre à lui. Oui, donc du coup, c'est une des questions qui peut aider à le changement des comportements, c'est le marketing personnalisé. Ouais, sur les applis mobilité aujourd'hui, c'est la jungle. Hein. Il y a de tout et j'allais dire de tout et n'importe quoi. Comment le consommateur va s'y retrouver? Voilà. Merci à tous les trois, pardon. C'est à vous. Si vous avez des remarques, des questions, des interventions, n'hésitez pas. C'est le moment. Bon, sinon, je vais être directif. Je vais demander à M. Chenot ce qu'il en pense. Merci à vous. Vous avez entendu beaucoup de choses et puis vous êtes un élu de cette municipalité, donc de la métropole. Peut-être revenir sur le rôle principal, à mes yeux, du politique, avec un P majuscule. Je vais prendre l'exemple, pour les Marseillais qui connaissent la place Jean Jaurès, c'est un projet qui est en cours et qui a fait beaucoup parler. Une des raisons, c'est la trame circulatoire. Les gens viennent en voiture, voient une place vide le soir, et alors qu'il y a 160 places autorisées payantes, on se retrouve avec 500 véhicules garés. Et donc quand on met l'hypothèse de dire, bon, on va peut-être enlever ces voitures et mettre un jardin à la place, etc., tout de suite, les gens disent, mais où on va se garer? Comment on peut faire? Vous allez tuer les commerces, etc. Alors on leur dit, mais on est en train de travailler avec la RTM, et on est en train de, c'est vrai ça en plus, de faire une navette qui ferait le tour du centre-ville, de l'hyper-centre-ville, et qui passerait devant chaque parking. Le parking du centre-bourse, la nuit, il y a 1600 places, il doit y avoir 100 abonnés, quoi. Il y a 1500 places vides. Et on pourrait donc imaginer tous les 20 minutes, tous les quarts d'heure, une navette qui passe. Et automatiquement, on nous dit, mais pourquoi vous ne le faites pas avant? Pour revenir à la question. Le problème, c'est que la RTM nous dit, si on fait une navette et que vous laissez les voitures, automatiquement, personne ne la prendra. Et donc, on ne peut pas avoir une perte. Voilà. Et donc, cette multiplicité des usages et des habitudes, lorsqu'on veut essayer de les faire coexister et les mettre en cohérence, il y a la résistance au changement, automatiquement. Alors, certainement, nous, on a péché par
peu de travail en amont. Mais lorsqu'on travaille en amont, on travaille donc avec des cabinets spécialisés qui font des pré-études. Et lorsque malheureusement il y a une pré-étude qui part dans la presse, on nous dit mais alors c'est pas la peine de faire de la concertation parce que vous avez déjà tout pensé. Donc en fait un politique, c'est vrai dans les transports et dans la mobilité, mais dans tout, il faut deux qualités principales. Il faut avoir une vision, il faut être visionnaire. La plaine, on l'a fait pour dans 30 ans, dans 40 ans, on ne la fait pas pour maintenant. Et il faut avoir du courage. Et c'est le plus difficile. Avoir une vision et du courage, et je rajouterais même un peu une bonne santé, parce que c'est fatigant, c'est ça qui manque aux politiques nationales, locales, etc. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, M. Chenoz. Merci à vous. On peut l'applaudir. Allez, quelques questions, quelques remarques, si vous en avez, ou quelques... Voilà, merci, monsieur. Oui, bonjour. J'ai une petite question en rapport avec les questions sur les changements de comportement, une approche très sociologique que vous avez jusqu'à présent. En face de cette approche un peu individuelle, on voit apparaître des grands groupes mondiaux qui, par certains côtés, structurent aussi la mobilité, que ce soit les grands groupes d'information voyageurs, les Google, Apple et compagnie, mais aussi des grands groupes type Uber qui imposent, qui proposent un modèle un peu mondialisé tout de suite. Donc comment est-ce qu'on peut avoir à la fois une approche très locale, très individuelle, et en même temps une vision portée par des grands groupes mondiaux, peut-être demain des grands groupes chinois d'ailleurs, et c'est un peu pareil sur la voiture autonome. Au bout d'un moment, c'est des objets technologiques hyper complexes, donc il y aura peu d'acteurs qui vont être capables de le construire, et donc ils risquent de proposer une solution assez standardisée. Qui veut répondre enlevez le micro, pardon. Je vais garder le mien. Allez-y. Moi, je pense que ça se joue maintenant. Ça ne se joue pas dans 20 ans. Si on veut effectivement pouvoir donner le change à des grands groupes qui auraient, avant qu'ils définissent en termes de standards dans ces domaines-là, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc bien en amont de l'arrivée effective de ces grandes technologies. Donc je pense que concernant le véhicule autonome, voilà, c'est peut-être commencer à réfléchir à comment c'est encadré d'un point de vue législatif, à quelles conditions des pouvoirs publics équipent des voiries, parce que pour que ça puisse circuler en milieu urbain, c'est pas du tout évident. Moi, je ne crois pas que c'est pour dans 5 ans, c'est plutôt dans 15-20 ans si une fois ça arrive. Il faut qu'il y ait un système d'information en temps réel extrêmement performant. Il faut que, je sais pas, quand il y a un incendie, qu'une rue est fermée, il faut que le système soit immédiatement au courant. Quand il y a des travaux, il faut effectivement que toutes les voiries puissent être équipées. Ça coûte extrêmement cher. J'imagine que c'est des systèmes qui sont très coûteux à mettre en place, et il y a que les pouvoirs publics qui peuvent les porter. De fait, puisque c'est leur domaine de façon très directe, ça concerne l'espace public, ça concerne le secteur public. Donc du coup, c'est aussi des conditions qu'on peut poser pour faire ces investissements à des opérateurs en leur disant OK pour équiper voilà, les grandes villes de tout un pays, ou peut-être que ça doit peut-être se réfléchir à une échelle européenne, ces choses-là, sans doute. Mais voilà, il y a quand même un certain nombre de leviers qui sont en main publique et qu'il faudrait sans doute activer assez rapidement. En même temps, est-ce que, en vous écoutant, la question qui vient tout de suite, c'est de dire cette hyper-connectivité, cette hyper-numérisation, digitalisation aussi de la mobilité, est-ce que ça ne rend pas nos sociétés très fragiles, hein? Parce qu'on a vu en matière de cybersécurité ce qui peut se passer. On sait qu'on peut être complètement bloqué, complètement anéanti en termes de... évidemment, je suppose que vous réfléchissez tous à ces questions-là. Est-ce que finalement la gestion par des grands opérateurs comme ça de la mobilité, on revient au premier stade des libertés individuelles à un moment donné, non, Madame Panis-Lelong? Je ne sais pas si je vais répondre à la question. Peut-être j'avais une chose à rajouter par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que en fait, ce qu'on voit dans nos études sur les nouvelles formes de mobilité, c'est-à-dire, alors, quand je parle de nouvelles formes de mobilité, c'est donc VTC, vous parliez d'Uber, ou bien les cars Macron, enfin des choses qui n'existaient pas il y a un certain temps. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a à chaque fois
une marque qui a préempté vraiment l'univers. Enfin, c'est vraiment très très frappant. Hein. Il y a vraiment un leader quasi monopolistique sur le truc. Et puis une myriade de petits acteurs. Là, je parle du point de vue du client, c'est-à-dire que quand on mesure la notoriété et l'usage, on a un taux de notoriété sur chaque univers qui est de l'ordre de 70 voire à 90%. Et à chaque fois, c'est un acteur qui domine très largement. Donc, il y a quand même un effet d'ouvreur, en fait, pour vous répondre sur les Uber, etc. Mais c'est aussi eux qui donnent de la visibilité, finalement, par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure, le fait que les solutions ne soient pas connues, c'est aussi parce qu'ils ont une force de frappe importante, etc., que ça ouvre la voie et que ça permet de démocratiser ou de faire connaître des nouvelles solutions. Il tire c'est des locomotives. Oui, sur les questions de sécurité ou voire même de sûreté sur ces sujets-là, je pense que vous réfléchissez là aussi. Non, mais j'avais envie de rebondir encore sur une chose. Ouais, pardon, allez-y, hein. Pas grave. Non, par rapport aux politiques et à la technologie. C'est pas parce qu'on sait faire une technologie, qu'on sait faire techniquement quelque chose. Bon, moi, j'enseigne en école d'ingénieur, donc je suis souvent confronté à ça, que forcément il faut la mettre en place. Alors, il y a d'autres exemples dans l'histoire. Enfin, je sais que le nucléaire est sans doute un sujet polémique, mais on pourrait se poser la question, voilà, la voiture autonome de la même manière. Si la voiture autonome, on se rend compte au bout d'un certain temps qu'en fait, elle ne va faire qu'amplifier un certain nombre de problèmes de mobilité parce que non seulement elle peut vous amener quelque part en heure de pointe, mais qu'elle est capable de rentrer toute seule, par exemple, chez vous, et donc qu'elle double le volume de trafic. Oui. C'est absolument pas souhaitable pour différentes raisons. Je crois que c'est aussi du devoir d'une collectivité de dire bah non, bah ça. En fait, c'est la technique du test and learn, quoi. Il faut tester quelque chose et puis si ça marche pas, on peut revenir en arrière. Se donner cette liberté-là, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Tout n'est pas bon à prendre forcément dans ces développements. On pourrait faire le même exercice avec Uber, je pense. Enfin, c'est pas du tout de même nature, mais on peut vraiment se poser la question, je crois. Merci. Autre question, autre remarque ? Oui, bonjour. Valérie Fou. Ah oui, pardon. Voilà, merci. Donc je voulais intervenir sur un sujet qui est un petit peu complémentaire, je dirais, au-delà de la question des réseaux, des connectivités, enfin, des nouvelles mobilités. Moi, il y a une chose qui me paraît très importante en complément à tout ça, qui est la question de l'hyperproximité dans le déplacement et qui est la question de la qualité d'aménagement, le service qu'on va apporter à l'intérieur d'un pôle d'échange, à la qualité d'un espace public, au confort qu'on apporte à l'usager. On se rend compte que c'est souvent un frein énorme à la mobilité, et notamment, en particulier quand vous parliez de pénibilité, justement, je pense que c'est une des questions essentielles. Si, qui veut répondre ? Il y a quand même des réflexions aujourd'hui qui associent de plus en plus justement les usagers, c'est-à-dire en fait où on se met vraiment à la place de l'usager pour définir sur telle ligne ou je sais pas quoi, quel est le point d'arrêt, alors qu'avant on pouvait raisonner par rapport à l'environnement justement administratif, marchand, etc. Et puis que là on se rend compte qu'à 10 mètres près, il y a une plus jolie vue, où il y a un rayon de soleil. Enfin, Étienne raconte, c'est des travaux qui existent chez AREP, au Design Lab, et ça permet de façon presque imperceptible en fait, avec des trucs qui sans surcoût, parce que c'est juste une question de se dire où est-ce que c'est le mieux placé, de réinjecter de l'agrément aussi dans des déplacements qui sont parfois effectivement vécus comme étant un peu contraints. Merci. Allez, on prend encore une question pour cette table ronde. Oui, Monsieur Martin Vanny, à qui on va passer le micro. Merci. Est-ce qu'on ne va pas trop vite sur la question de la régulation, des politiques publiques, de ce qu'à faire le politique, de comment on doit s'organiser collectivement, etc. Alors que votre première table ronde, elle doit apporter le bénéfice d'une compréhension des pratiques, des usages, des évolutions sociétales de fond. C'est surtout ça que moi j'ai écouté attentivement. Je voudrais faire une première remarque et puis vous poser une question.
L'enquête que vous nous avez présentée, qu'on avait déjà entendue la semaine dernière à Monaco, c'est avec des chiffres plus précis, là, elle concerne quand même des pays vieillissants, si je ne m'abuse, il y a des pays qui prennent en gros un an d'espérance de vie tous les 10 ans, dont les tranches de 60 ans et plus ne cessent d'augmenter. Donc, est-ce que c'est si surprenant d'entendre de la part de sociétés vieillissantes le message collectif ralentissons, ça tombe bien, va bientôt s'arrêter, donc il faut effectivement ça ralentir avant l'arrivée. Mais je sais, si on pose la question à une société chinoise, vietnamienne, indonésienne ou d'Afrique quelque part, est-ce qu'on aura les mêmes sentiments globaux de nous sommes épuisés, nous sommes sous la tension, etc. Et puis, alors, bon, ça, je ne sais pas si ça peut être une remarque. Et ma question, c'est surtout là-dessus. Ce que vous avez dit sur, on entend de cet épuisement, de cette saturation, vous avez dit comment les gens ne sont pas excédés, mais Épuisés. Et après, quand vous en avez parlé dans le détail, il y a beaucoup de choses qui relevaient plutôt de cette extraordinaire intensification de nos activités, de nos pratiques, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la mobilité et qui ont tout à voir avec le à distance, qui ont tout à voir avec le suréquipement qui va finir par rentrer dans nos corps d'ici peu de temps et qui nous transforme effectivement en intelligence suractivée par la quantité, l'offre, l'immédiateté, etc. etc. Dans quelle mesure on fait pas un peu le procès, entre guillemets, de la mobilité à l'égard d'une pathologie très grave, notamment chez les ados, et qui n'a pas grand-chose à voir avec le fait de se déplacer ou d'aller d'un point A à un point B, mais tout à voir avec le fait de tanker dans sa chambre au milieu de 36 écrans qui vous bombardent, pour l'instant d'ailleurs, de vide. On sent le vécu, Martin, dans votre... Non, chez les ados. Elle a 2 ans, donc j'ai encore le temps de voir venir. Mais... Alors, qui veut répondre? Moi, je veux Voilà. bien peut-être. Bon, sur le politique, pour moi, c'était une ouverture, moi, qui me semble importante, parce que voilà, les modes de vie, les évolutions de la mobilité, elles n'arrivent pas comme ça. J'entends, s'il y a de la grande mobilité en Europe, par exemple, c'est parce qu'il y a eu une politique de développement du TGV, de l'autoroute, et puis plus récemment des plateformes aéroportuaires, et qu'on a permis le low cost. Donc du coup, ça me semble vraiment essentiel de reposer cette question-là de façon un peu dialectique. Après, sur l'enquête Forum Vie Mobile, alors, bon, ils ne sont pas tous vieillissants quand même, ces pays. La Turquie, par exemple, ce n'est pas un pays vieillissant. C'est pour ça qu'on l'avait pris dans ce panel, hein, en se disant, est-ce qu'on aura la même chose en Turquie? Bon. On avait hésité entre la Turquie et le Brésil comme pays. Bon, en Turquie, on a un peu la même tendance. Alors après, il faut se méfier parce que bon, voilà, c'est un échantillon classe moyenne, c'est une enquête web, etc. C'est sur les actifs. Bon, voilà, ça a plein de limites. Il faut faire attention. Évidemment, ce 78%, il concerne des personnes qui, a priori, ont un travail, etc. Enfin, j'entends son Arrêtez-moi si je me trompe, est-ce que ce n'est pas une vision un peu occidentale quand on parle de l'Indonésie, quand on parle de ces pays, de la Chine, etc. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est un peu les mêmes débats sur les problèmes environnementaux. C'est-à-dire que c'est nous, un peu les Occidentaux, les Européens, qui disent « oh là là, il ne faut pas abîmer la planète », parce que ça fait quand même 2 siècles ou 2 siècles et demi qu'on a commencé, et que les pays dits émergents, eux, ils sont en pleine mobilité, ils sont en pleine production, etc. Est-ce que eux, ils ont peut-être au contraire une soif d'hypermobilité ou d'ultramobilité dans vos 3 scénarios? Oui, alors ça, bon, comme on n'a pas les données, c'est difficile. C'est sûr. Mais bon, effectivement, c'est des choses qui peuvent se discuter. Après, pour revenir sur la question de la communication à distance. Communication à distance et mobilité, c'est quand même très, très, très lié. Et ce qu'on voit quand même, notamment dans les enquêtes qu'on a menées sur les grands mobiles, c'est que l'utilisation des systèmes de communication à distance est très forte pendant les temps de mobilité. Alors, pendant la durée du trajet, mais aussi dans les espaces seuils, c'est-à-dire dans les gares, etc. Et ça va même plus loin, c'est que probablement que s'il n'y avait pas ces systèmes, on ne prendrait pas la décision d'aller habiter à 100 km de son lieu de travail. Donc le fait de prendre cette décision-là est associé à la possibilité, peu ou prou, de télétravailler, de travailler pendant les trajets, d'être extrêmement flexible. Et donc moi je les opposerais pas en fait. J'opposerais pas mobilité et communication à distance. Je pense que ça se combine assez largement. Et ça se substitue d'ailleurs pas tellement en fait. Mais c'est une réponse partielle. Hein, d'accord. Madame Tabarès, vous voulez réagir sur ces sujets-là? Oui, par rapport à ces questions des pays émergents, aux pays en voie de développement, aux pays qui se rattrapent,
Je viens de Colombie et donc du coup je peux parler un peu de ces comparaisons européennes et des autres pays. Effectivement, c'est des pays qui veulent arriver, ils sont un peu les rêves américains qui veulent arriver à un modèle de voiture. Donc ils commettent les mêmes erreurs que certains pays européens qui sont déjà passés à d'autres moments, mais ils ont aussi l'avantage d'aller plus vite sur certaines questions. Donc ce qu'on voit par exemple, dans le cas de Colombie, c'est qu'il y a une mixité politique. Donc, il y a des choses qui vont vers les modèles voitures d'il y a quelques années et des politiques ou des modèles qui vont vers le vélo, vers la marche. Donc, c'est une mixité. Effectivement, il y a, avec le développement, il veut paraître une société moderne et il veut compenser des années de retard. Mais il commet certaines erreurs qu'on voit avec les problèmes actuels de la mobilité, pollution, congestion, tout ça, mais aussi ils vont plus vite dans les réponses. Et donc, il peut profiter aussi des solutions que j'ai déjà mises en place ici, et donc ils perdent du temps, mais ils rattrapent aussi, donc ils vont beaucoup plus vite. Et effectivement, cette question sont très intéressantes parce qu'on peut voir les différents autres pays, et notamment des pays plus individualisés ou orientaux, ou des pays comme les États-Unis ou l'Europe, et des pays plus traditionnalistes. Donc, toutes les questions culturelles sont aussi très importantes. Et le moment où il arrive la modernisation, et le moment où on prend des décisions, et c'est un cercle vicieux, mais c'est aussi un cercle qui peut aller plus vite sur la solution. Oui, les fameux sauts technologiques qu'on a vu notamment dans certains pays du Moyen-Orient où ils n'avaient pas de téléphone filaire et ils sont passés directement au téléphone GSM. Merci beaucoup. Bon, écoutez, on va les applaudir tous les trois parce qu'on a épuisé un peu notre temps.